Dans l'actualité de cette semaine, colère de chirurgiens au centre Léon Bérard de Lyon, l'innovation n'est pas soutenue par l'État financièrement. Manifestation concernant le mariage homosexuel en France, François Hollande a suscité les polémiques. Dégradation de la note de la France par Moody's, nous retrouvons l'expert en notation Grégory Bancel. Fillon-Copé, la bataille qui fait rage concernant l'irrégularité des votes de la présidentielle de l'UMP. Conflit politique au Proche-Orient et en Afrique, les rébellions continuent, les manifestations reprennent. Afghanistan, la France se retire. L'Europe en récession, pas d'accord sur le budget européen ni sur la Grèce. Des inscriptions à caractère raciste ont été découvertes ce matin par les fidèles sur les murs de la mosquée de Villefontaine, dans le Nord-Isère. La communauté musulmane est sous le choc. Le sous-préfet de la Tour du Pin s'est rendu sur les lieux dans la matinée et le procureur de la République de Vienne a été saisi. La mosquée de Villefontaine est la plus importante du département de l'Isère. Elle a été inaugurée le 4 juillet dernier. Comme chaque année, la Banque alimentaire rééditionne son week-end de collecte qui va permettre de redistribuer plus de 26 millions de repas sur l'année. Crise oblige, les banques alimentaires doivent faire face à une demande en hausse alors que les stocks sont de plus en plus difficiles à constituer. 4 organisations syndicales des TCL lancent à partir du 23 novembre une grève des bus qui prendra des formes variées jusqu'au 6 janvier. L'organisation du réseau s'en trouvera perturbée de façon aléatoire, si bien qu'il est difficile d'en mesurer l'impact. Métro, tramway et funiculaire devraient cependant néanmoins circuler normalement. Le même jour, le Citral a voté l'augmentation de la grille tarifaire applicable au 1er janvier 2013. Le ticket passera à 1,70€ l'unité. Mais son usage sera assoupli. On pourra faire un aller-retour dans l'heure qui suivra le compostage, pratique interdite jusque-là. C'est parti pour un mouvement au long cours. 4 organisations syndicales des TCL ont lancé un appel à la grève à partir de demain, et ce jusqu'au 6 janvier. La direction de l'exploitation va devoir s'organiser. 45 jours de préavis, effectivement, c'est pas évident à gérer, surtout que quand on change sur chaque jour les modalités d'organisation, un coup le matin, un coup le soir, un coup une journée entière, un coup une heure. Donc ça veut dire qu'il faut réorganiser en fait la production du réseau en fonction du nombre de grévistes déclarés chaque jour au fil de l'eau. Très concrètement, demain, l'appel à la grève concerne les horaires du matin de 7h30 à 8h30. Métro, tramway et funiculaire circuleront normalement. Les lignes de bus seront les plus impactées, notamment les lignes scolaires. Sur la centaine que compte le réseau, une dizaine sera concernée. Les lignes junior direct, elles ne circuleront pas. Par contre, toutes les autres lignes, nous les avons annoncées perturbées, mais elles circuleront. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un bus qui manquera, une voiture, un horaire qui ne sera pas respecté. Mais toutes les lignes du réseau de bus circuleront. Selon la direction de l'entreprise, 3% des salariés se sont déclarés grévistes pour demain. Mais attention, les perturbations seront à revoir au quotidien. C'est parti pour 45 jours compliqués. À Lyon, le centre Léon Bérard ne parvient plus à équilibrer ses comptes depuis 2011. Cette année, le déficit devrait atteindre 2 millions d'euros. La situation économique des centres hospitaliers privés de lutte contre le cancer se dégrade progressivement en raison d'une baisse des subventions pour les activités innovantes, a indiqué le président d'Unicancer. Le déficit budgétaire cumulé de ces centres, qui avait été de 5 millions d'euros en 2011, devrait être au moins du double en 2012. Un reportage de France 3. Centre anticancéreux Léon Bérard à Lyon. Un budget de 160 millions d'euros par an. Depuis 2011, l'hôpital privé n'arrive plus à équilibrer ses comptes. Cette année, le déficit devrait atteindre 2 millions d'euros. C'est l'absence de financement ou le financement très faible et largement insuffisant, notamment de l'innovation qui est principalement la cause de la dégradation de ce niveau de résultat. L'innovation, c'est par exemple cette opération du cancer du sein, l'ablation d'une tumeur cancéreuse conjuguée avec de la radiothérapie. Le procédé est révolutionnaire. Il évitera à la patiente 25 séances de radiothérapie post-opératoire et permettra une économie substantielle à la sécurité sociale. Pourtant, cette nouvelle pratique chirurgicale n'est pas prise en compte par les pouvoirs publics pour le financement de l'hôpital. Les subventions sont depuis 7 ans calculées en fonction du nombre d'actes médicaux effectués. Si nous n'apportons pas l'innovation en cancérologie, pas plus que les CHU d'ailleurs qui ont les mêmes problématiques que nous, personne ne le fera à notre place en France. Donc ça veut dire qu'il est très important de se pencher, je pense, avec les autorités de santé sur comment dans le futur
bien identifier ces activités de recours et d'innovation qui sont absolument nécessaires et il faut simplement trouver le bon moyen de les financer. Selon les dirigeants de Léon Bérard, il y a urgence à trouver une solution, sinon le centre devra faire des choix et abandonner des pratiques qui font de cet établissement un centre expert de référence nationale contre le cancer. La 8e édition du marché des soies se déroule au Théâtre des Célestins à Lyon du 22 au 25 novembre. Chaque année, un grand nom de la mode parraine l'événement. Pour cette édition 2012, la créatrice Agnès B est mise à contribution. Comme chaque année, un carré de soie est dessiné par le parrain ou la marraine du marché des soies. Une édition limitée, 400 exemplaires, est en vente au profit d'associations. Cette année-là, le produit de la vente ira à 2 associations en faveur des enfants. Enfance et Partage, spécialisée dans la prévention et la lutte contre les maltraitances faites aux enfants, et L'Art à l'hôpital pour les enfants atteints du cancer. Gros plan sur les coulisses de la fabrication et notamment de l'impression de cette mousseline de soie entièrement produite dans la région. Reportage dans une PME de la Loire. Ce visage a été peint par Agnès Troublé, connue sous son nom de créatrice Agnès B. L'entreprise transfère cette image sur une mousseline de soie grâce à cette imprimante numérique sur tissu. Il faut seulement 8 encres de couleurs différentes pour créer des millions de teintes subtiles. Quand on a investi, donc ça fait 3 ans maintenant, dans ces machines-là, en fait on partait de zéro, on n'était pas du tout imprimeur, on était simplement teinturier et apprêteur, et on a pris quand même, je dirais, ça a vite représenté une part très significative de notre chiffre d'affaires. Pendant l'impression, la conductrice de la machine ne quitte pas du regard ses fils. Tout doit rester bien droit, quoi qu'il arrive. Il faut que notre carré soit le plus droit possible, quoi. Pour pas qu'on ait des problèmes de biais au moment de la confection, voilà. Avant d'être imprimé, le tissu a subi plusieurs opérations, comme le décreusage, qui consiste à enlever la séricine sécrétée par le ver à soie. Pour cela, on utilise un bain de savon de Marseille. Une fois l'étoffe teinte, les couleurs sont alors fixées avant d'être rincées et séchées. C'est à Lyon que les rouleaux de tissu sont coupés minutieusement avant la confection du carré réservé aux couturières. La coupe aussi est importante parce que si on leur donne du travail mal coupé, elles vont avoir du mal à le passer sous les machines. Mais le plus difficile, je dirais que c'est les machines. Coudre à la machine des ourlets dans cette mousseline de soie si fine est un savoir-faire exceptionnel, digne de la qualité des grands couturiers. Le marché de la soie, c'est un marché effectivement qui aujourd'hui, depuis quelques années, comme toute la partie textile, si vous voulez, souffre terriblement des importations à bas coût. Mais je peux dire que depuis 2 ans, nous assistons à un net retour du Made in France. 90% de la soie française est produite en Rhône-Alpes, avec plus de 16 000 emplois répartis dans 700 entreprises. Il y a vraiment une filière en Rhône-Alpes qui se porte bien, c'est-à-dire qu'il y a tous les métiers de la soie qui sont représentés, à partir de la transformation du fil jusqu'à l'ennoblissement, qui sont les dernières opérations qu'on fait sur un tissu de soie. Ce carré collector, emblème du 8e marché des soies, a été édité à 400 exemplaires, mis en vente au profit de L'Art à l'hôpital et Enfance et Partage. Une création unique et solidaire. À Lyon, le samedi 17 novembre, la manifestation contre le mariage gay est partie vers 14 h de la place Bellecour, regroupant une mosaïque de protestataires. Associations religieuses, laïques et jeunes identitaires. 22 000 personnes dans les rues de Lyon, c'est le chiffre fourni par la police en fin de manifestation contre le mariage gay à Lyon. Les organisateurs revendiquent, eux, 27 000 personnes. Un cortège qui a grossi au fur et à mesure de l'après-midi. Comme nos journalistes ont pu le vérifier sur place, le cardinal Barbarin ainsi que Kamel Kaptan, resteur de la mosquée de Lyon, se trouvaient dans le cortège, à titre personnel. N'en déplaise aux partisans du mariage pour tous, le rassemblement des opposants au projet samedi après-midi a tourné à la démonstration de force. 22 000 personnes s'étaient mobilisées à Lyon pour dénoncer ce projet de loi. Un projet de loi qui faisait pourtant partie des promesses du candidat Hollande, mais qui n'en finit pas de diviser. C'est la base de la famille, de la société, madame. Vous ne répondez pas à ma question. Qui a inventé le mariage? Le socle de la société, c'est la famille. Et donc il faut structurer la famille autour d'un père, d'une mère et des enfants. Un homme, une femme pour faire une famille, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a 2 papas, on a déjà 2 mamans, on a les belles-mères, les beaux-pères, etc. Si certains groupuscules d'extrême droite sont venus quelque peu perturber la manifestation, c'est globalement dans le calme que les manifestants ont rejoint la place des terreaux. Occupez-vous d'économie, pas de généalogie. Parmi eux, une quinzaine d'élus de la région, code civil en main pour certains, venus eux aussi s'opposer à un projet de loi qu'ils jugent clivant et inutile.
Je connais nombre de personnes qui sont homosexuelles, qui ne demandent absolument pas le mariage. Et donc on est en train d'enflammer notre pays sur un sujet qui ne concerne qu'une minorité d'une minorité. Il faut savoir pourquoi le Code civil, pourquoi le mariage a été créé et ne pas perdre la filiation de nos ancêtres. Si la loi passe, vous célébrerez ces mariages homosexuels? Je ne célébrerai pas les mariages homosexuels. Le projet de loi doit passer devant le Parlement en janvier de l'année prochaine. Pour le gouvernement, le temps presse. Ce week-end en France, 100 000 manifestants opposés au mariage pour tous sont descendus dans la rue. Passons maintenant à l'actualité nationale. Chloé Rodriguez, l'adolescente âgée de 15 ans, kidnappée dans le Gard, a été retrouvée en Allemagne ce vendredi 16 novembre, découverte dans un coffre d'une voiture à Offenburg, près de la frontière française. Cela faisait une semaine qu'elle avait disparu. Le kidnappeur présumé a été pris en flagrant délit par un vol d'ordinateur portable dans une voiture. Le propriétaire du véhicule a eu le temps de lire la plaque d'immatriculation du voleur et de la transmettre à la police allemande. Les policiers l'ont arrêté et ont retrouvé dans le coffre l'adolescente kidnappée. L'agresseur de Chloé était connu des services de police, notamment pour avoir effectué une série d'agressions sexuelles dans le Vaucluse. Bataille Fillon-Copé, les deux hommes étaient candidats à l'élection de la présidentielle de l'UMP ce dimanche 18 novembre. Suite à ce scrutin, les deux candidats se sont annoncés vainqueurs, mais c'est alors Jean-François Copé qui a été élu président de l'UMP. La COCOE, Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales, a reconnu mercredi 21 novembre une erreur de décompte. François Fillon a protesté et a déclaré, je cite, « Les votes de 3 fédérations d'outre-mer ont été omis ». 71% des Français et 67% des sympathisants UMP estiment qu'il serait une bonne chose de refaire l'élection du président du parti. Jean-François Copé, nouveau patron de l'UMP, avait annoncé qu'il allait saisir la Commission nationale des recours de l'UMP. Alain Juppé a finalement présidé le poste de la commission pour éclairer, arbitrer et réexaminer les résultats. De plus, il a précisé que cette commission serait constituée de 5 membres. Lui-même, un membre désigné par François Fillon, un membre désigné par Jean-François Copé, et 2 membres qu'il désignera en accord avec les deux partis pour garantir la transparence totale de cette élection. Que peut-il se passer à présent? Les deux partis ayant accepté la médiation devraient se plier à la décision finale de la commission d'Alain Juppé. En tant que président de l'UMP, et afin de lever toute ambiguïté et de garantir la transparence totale sur cette élection, et voyant que rien ne bouge, j'ai décidé de saisir moi-même, dès aujourd'hui, conformément à l'article 28 de notre règlement intérieur, la Commission nationale des recours, qui est la seule instance habilitée à régler les différends électoraux au sein de notre famille politique. Je souhaite que cette commission travaille dans la transparence la plus absolue. Et c'est la raison pour laquelle je propose que des représentants de chacun des candidats puissent assister en tant qu'observateurs à ces travaux, ainsi d'ailleurs que des personnalités indépendantes. Je pense en particulier, s'il veut bien l'accepter, à Alain Juppé. À l'issue de ces travaux, la Commission publiera les résultats, prendra la décision de modifier ou non les résultats qui ont été proclamés. Et ainsi, nous pourrons mettre un terme à cette situation kafkaïenne, désolante, et qui n'a rien à voir avec l'idée que je me fais du combat que nous devons mener ensemble pour la France, pour nos idées, et qui correspond, vous le savez, à l'esprit, au message que j'ai adressé à l'ensemble des militants. François Hollande a déclaré cette semaine que les maires auront la liberté d'accepter ou de refuser de célébrer le mariage homosexuel. Déclaration qui a suscité une grande polémique et qui a provoqué la colère des associations homosexuelles, des applaudissements à droite et un tollé à gauche, même au sein du PS. Les maires sont des représentants de l'État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais, je le dis aussi, vous entendant, des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. Ma conception de la République vaut pour tous les domaines. Et d'une certaine façon, c'est la laïcité, c'est l'égalité. C'est-à-dire, la loi s'applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience.
L'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, a été entendu par la justice ce jeudi 22 novembre à propos de soupçons éventuels sur un financement politique par Madame Bettencourt. Nicolas Sarkozy a contesté tous les soupçons qui pesaient sur lui devant le juge d'instruction bordelais. À l'issue d'une audition qui a duré 11 heures, l'ancien président de la République a été placé sous le statut de témoin assisté. Dégradation du triple A de la France par l'agence de notation Moody's qui n'affecte pas la bourse de Paris, mais qui remet en question la compétitivité de la France, l'incompétence des réformes, mais aussi un contexte européen instable. La France a donc à présent une note de AA1 selon l'agence Moody's ainsi que selon Standard & Poor's. Il y a donc plus de risques à prêter de l'argent à la France pour les investisseurs. L'agence de notation Fitch reste cependant la seule agence à garder la notation du triple A pour la France, mais pourrait revoir son jugement d'ici 2013. Écoutons à présent les explications de Grégory Bancel, expert en notation. La notation d'un pays est un critère parmi tant d'autres pour les investisseurs qui vont en quelque sorte mesurer le risque de ne pas être remboursé. De plus, la baisse de la note de la France avait déjà été anticipée, donc le coût des emprunts de la France ne bouge pas, ou très peu, 2,07 points par an en 2012. En Europe, la France reste une valeur sûre pour les investisseurs et est donc en tête du classement européen. D'autres pays en Europe ont le triple A, mais ce sont des petits pays et ont peu de poids dans l'Europe. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. Syrie, Jordanie, Égypte, Gaza, Israël, Afrique, les conflits politiques et les manifestations continuent sans solution durable en vue. Les combats se poursuivent en Syrie entre les forces de l'opposition au régime de Bachar el-Assad et l'armée du gouvernement. La brutale répression par le régime du mouvement de contestation populaire a déclenché une guerre civile et les bombardements ont repris sur les provinces d'Alep et d'Idlib où l'armée et les rebelles se disputent leur position, notamment la base 46, récemment perdue par le régime, ou encore la base militaire de Cheikh Souleiman, d'où les insurgés ont été chassés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le nombre de victimes s'élève ainsi à 40 000 morts depuis le début de la contestation contre le régime de Bachar el-Assad, le 15 mars 2011. Le bilan des tués comprend 28 000 civils, mais n'intègre pas les milliers de personnes disparues en détention, ni la plupart des morts parmi les miliciens pro-régime. La communauté internationale, profondément divisée, ne parvient pas à trouver une solution au conflit car le régime de Damas a des alliés de poids au Conseil de sécurité de l'ONU, Moscou et Pékin, qui bloquent toute résolution la condamnant. Toutefois, l'Union européenne a reconnu lundi, 19 novembre, la légitimité de la coalition de l'opposition au régime Assad, sans pour autant aller jusqu'à la voir comme l'unique représentant légitime de ce peuple, comme l'ont fait la France, l'Italie ou le Royaume-Uni. Tous les États de l'UE ont cependant déclaré avoir hâte de travailler avec la coalition. La Jordanie, pays voisin de la Syrie, souhaite à présent le départ du roi Abdallah II, revendication inédite faite lors de manifestations regroupant des milliers de manifestants à Amman le vendredi 16 novembre 2012. Le peuple souhaite des réformes et plus de liberté, a fait savoir un dirigeant de l'opposition. L'Égypte, quant à elle, est de nouveau secouée par de violentes manifestations, notamment place Tahrir, place emblématique de la révolution de 2011, où le peuple dénonce les nouveaux pouvoirs que s'est octroyé le président égyptien Mohamed Morsi. En effet, ce dernier s'est proclamé nouveau pharaon et a, par le biais d'une déclaration constitutionnelle, cumulé les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires pour, je cite, protéger la révolution de 2011. Ces mesures devraient prendre effet jusqu'à ce que soit achevée la rédaction de la nouvelle constitution égyptienne prévue pour février 2013, selon cette même déclaration. Bruxelles, Paris et Washington désapprouvent en rappelant le nécessaire respect du processus démocratique. Mohamed Morsi a réussi son examen de passage sur la scène internationale en désamorçant la crise entre Israël et Gaza. Mais le président égyptien n'est pas au bout de ses peines en interne. La rue n'accepte pas ces dernières décisions. Mohamed Morsi vient en effet de prendre des dispositions constitutionnelles qui élargissent ses pouvoirs. L'opposition l'accuse de se comporter en pharaon. Le président, issu de la mouvance islamiste des frères musulmans, a ordonné la tenue de nouveaux procès pour les responsables de l'ancien régime, y compris pour Hosni Moubarak. Mohamed Morsi a aussi révoqué le puissant procureur général du pays. Cela fait un mois qu'il essayait de le limoger. Abdelmegid Mahmoud était en fonction depuis 2006. Cette volonté d'écarter le procureur avait été dénoncée par de nombreux magistrats comme une ingérence de l'exécutif dans les affaires de la justice. Une trêve entre Gaza et Israël est entrée en vigueur ce mercredi à 20h, heure locale. Ce cessez-le-feu devait mettre fin momentanément aux hostilités entre Gaza et Israël.
Mais 2 jours après l'entrée en vigueur de la trêve, des soldats israéliens ont fait un mort en ouvrant le feu sur un groupe de Palestiniens qui s'était approché de la frontière, une zone déclarée interdite par les autorités israéliennes. Un porte-parole du Hamas palestinien a accusé Israël d'avoir violé la trêve. Côté israélien, l'armée a déclaré que des vérifications étaient en cours. La Palestine a fait savoir par la suite qu'elle souhaitait obtenir, auprès des Nations Unies, le statut d'État non membre à l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a laissé entendre jeudi que la France pourrait soutenir la Palestine dans cette quête. Confrontation directe à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Un Palestinien a été tué par des tirs de l'armée israélienne. C'est le premier mort depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu mercredi. 19 autres Palestiniens ont aussi été blessés par des tirs après s'être approchés trop près de la clôture de sécurité et avoir tenté de l'endommager selon Israël. Le ministre palestinien des Affaires étrangères a dénoncé une violation de la trêve. Pendant ce temps, la reconstruction a commencé dans le territoire palestinien. Les tunnels essentiels à l'approvisionnement en biens de toutes sortes ont été visés par les bombardements pendant 8 jours. Nous essayons de réparer ce tunnel car nous en avons besoin pour travailler. Nous n'avons pas le choix, même si sa réparation va coûter $30 000. Israël accuse depuis longtemps les groupes armés palestiniens d'utiliser ces tunnels pour la contrebande d'armes. Enfin, en Cisjordanie, l'armée israélienne a arrêté ce vendredi matin 28 Palestiniens qui s'ajoutent aux 55 autres déjà arrêtés jeudi. Tous, dont plusieurs députés du Hamas, sont accusés d'activités terroristes. Le mouvement du 23 mars, le M23, progresse en République démocratique du Congo. Les rebelles ont pris mardi le contrôle de Goma, dans l'est du pays, et ont annoncé mercredi matin leur intention d'aller jusqu'à la capitale Kinshasa. L'ONU accuse le M23 d'enlever des femmes et des enfants et accuse également le Rwanda de soutenir les rebelles. Le M23 a été créé début mai par des militaires qui se sont mutilés en avril, exigeant notamment le départ du pouvoir du président de la RDC, Joseph Kabila. Présente en Afghanistan depuis fin 2001 aux côtés des forces de l'OTAN, la France se retire prématurément du pays suite à d'importantes pertes financières et humaines ces 10 dernières années. La moitié des véhicules de combat et des containers de matériel ont actuellement déjà été rapatriés en France et la totalité des unités restantes devraient être retirées d'Afghanistan d'ici l'été 2013, pour un budget total pouvant aller jusqu'à 500 millions d'euros. La relation entre les deux pays pour les 20 prochaines années est encadrée par un traité de coopération et d'amitié entre la France et l'Afghanistan et qui comprend notamment une coopération en matière de santé et d'éducation. Quant aux forces de l'OTAN, elles devraient être retirées d'Afghanistan d'ici la fin 2014, malgré les craintes selon lesquelles l'armée nationale afghane manquerait encore d'opérationnalité et de puissance à cette date. Alors que l'inflation dépasse pour le 23e mois consécutif le seuil des 2% établi par la Banque Centrale Européenne, la récession frappe aux 4 coins de l'Europe. En Espagne, le PIB a reculé de 0,3% par rapport au deuxième trimestre. Le pays affiche un taux de chômage record, avec plus d'un actif sur 4 sans emploi, mais il multiplie les mesures de rigueur pour réduire son déficit public, ce qui étouffe, selon les économistes, le redémarrage de l'économie. En Italie, le PIB s'est contracté de 0,2% au troisième trimestre. Au nord, ce n'est pas mieux. Le produit intérieur brut des Pays-Bas a reculé de 1,1% au troisième trimestre, et à l'est, pas de surprise, la récession a également frappé la Hongrie et la République tchèque, faisant ainsi officiellement entrer la zone euro en récession au troisième trimestre 2012, selon les estimations d'Eurostat. Le ministre des Finances grec estime qu'Athènes a rempli les conditions nécessaires pour obtenir la tranche d'aide financière de la part de l'UE et du FMI, pour un montant pouvant aller jusqu'à 44 milliards d'euros, alors que les versements de crédit sont gelés depuis juin. Mais la zone euro a échoué, dans la nuit de mardi à mercredi 21 novembre, à trouver un accord ouvrant la voie au déblocage de l'aide financière à la Grèce, et se réunira de nouveau lundi pour tenter de prendre une décision vitale pour le pays, menacé d'asphyxie par des finances à sec et un trou de financement de 32 milliards d'euros résultant des dérapages des 2 premiers plans d'aide. Le sommet européen qui se tenait jeudi 22 et vendredi 23 novembre à Bruxelles s'est achevé sans que les participants ne soient parvenus à un accord sur le budget 2014-2020, a annoncé la présidence de l'Union européenne. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a estimé qu'il serait possible de trouver un accord début 2013, dédramatisant l'échec du sommet. Initialement,
La Commission européenne proposait un projet qui nécessitait 1047 milliards d'euros de budget. Ont ensuite été proposées des coupes budgétaires sur différentes enveloppes, mais au final, le compromis ne convenait à personne, comme par exemple les coupes sur l'enveloppe de la PAC, la politique agricole commune, coupes qui avaient été dénoncées comme inacceptables par les Français. Quant aux Britanniques, ils sont furieux et ils exigent la réduction drastique du budget de l'Union européenne. Comme prévu par de nombreux analystes, le sommet européen vient de se solder par un échec. Les 27 États membres ne sont pas parvenus à un compromis concernant le budget européen 2014-2020. En charge des négociations, Herman Van Rompuy minimise l'échec. Les discussions bilatérales d'hier et les débats constructifs à l'intérieur du Conseil, explique-t-il, montrent suffisamment de points de convergence pour rendre possible un accord en début d'année prochaine. Nous devrions parvenir à nous rejoindre et résoudre nos différends. Le Premier ministre britannique David Cameron peut être vu comme un des principaux obstacles à la conclusion d'un accord. Jusqu'au bout, il a maintenu que les coupes proposées par Herman Van Rompuy n'étaient pas assez conséquentes. Nous n'allons pas nous serrer la ceinture à la maison pour ensuite venir ici et signer de grandes augmentations dans les dépenses européennes. Partant d'un budget d'environ 1 billion d'euros, ce n'est tout simplement pas acceptable de continuer de bricoler, déplaçant des sommes d'argent d'une partie du budget à l'autre. Nous devons réduire les dépenses dont nous n'avons plus les moyens. Fini l'alliance franco-allemande de l'époque Merkozy et place au cas Merkel ou au Merkeron. Dans ce sommet, la chancelière allemande était du côté de ceux qui veulent réduire les dépenses avec les Pays-Bas et la Suède, laissant un François Hollande plutôt isolé, seul avec Mario Monti pour défendre le budget de la politique agricole commune. Pour la première fois en 2011, la Chine a plus investi en Europe que l'inverse. Les Chinois considèrent que les incertitudes persistantes de la zone euro augmentent leurs chances de tirer parti de transactions avec des sociétés européennes fortement endettées, auparavant inaccessibles. Ainsi, la Chine a débloqué plus de 400 milliards de dollars pour investir à l'étranger et a pris une participation dans différentes entreprises européennes, telles que l'opérateur de satellites de communication Eutelsat ou encore la compagnie des eaux britannique Thames Water. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le cours de culture générale se poursuit dès 16h avec Grégory Vanel. Nous retrouvons tout de suite William Boulila pour la présentation de la météo de ce lundi 26 novembre. Bon après-midi à tous. Bonjour à tous, voici la météo de ce lundi 26 novembre. En cette matinée d'été, il fera 6 degrés dans le nord, du côté de Marseille. Nous aurons 7 degrés à Belay, 5 degrés à Lyon et 1 degré du côté d'Épinal, ce qui est déjà pas mal. Les maximales seront tout aussi sympas. Quant à la météo, nous aurons une circulation de nuages en direction de l'Allemagne. Il pleuvra sur la majeure partie du pays, mais il fera beau. C'est l'essentiel. Nous retrouverons même de la neige à partir de 50 mètres d'altitude dans les Pyrénées. Risque de verglas à prévoir sur la côte basque. Demain, le soleil se levera à 10h30 et il se couchera à 14h32. Nous fêterons les Nathalie et je vous souhaite un très bon cours avec Grégory Vanel. Au revoir.